Salut, aujourd'hui on parle d'un sujet qui intéresse pas mal mais qui reste tout de même bien complexe, le CX. Et plus globalement, l'aéro sur une voiture. En automobile, le CX représente grosso modo les performances aérodynamiques. Bien qu'Enzo Ferrari lui-même disait que l'aéro c'était de la merde et qu'il suffisait d'avoir un bon moteur pour performer, sur ce point c'était un bon vieux con parce qu'il avait totalement tort. On t'aime Enzo. Allez, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par Dassault Systèmes SolidWorks. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec eux et j'ai l'honneur de vous annoncer la grosse nouvelle de l'année. En gros, depuis le 1er juillet, pour chaque licence SolidWorks Desktop achetée, les services cloud sont inclus dans le cadre d'un abonnement. Bon, comme ça, c'est pas trop clair, mais laissez-moi vous expliquer. Ça veut dire que tu pourras inviter qui tu veux à télécharger et à annoter ou commenter tes designs. Et ça, directement sur la plateforme 3D Experience. Donc plus de fichiers en double, un seul fichier unique, pas besoin de faire une tonne d'échanges par email pour connaître les modifications et pas besoin non plus de télécharger un SolidWorks Viewer. Parce que jusqu'ici, pour voir une pièce SolidWorks, il fallait SolidWorks Viewer, donc on l'a tous fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus pratique de faire sans ce truc-là. Le tout, bien sûr, dans un environnement sécurisé sur le cloud avec des fonctionnalités en plus comme la gestion des révisions et l'approbation des changements sur le design. Si tu es ingénieur ou technicien et que ça t'intéresse ou que tu es tout simplement curieux, je te laisse aller voir les liens dans la description de la vidéo. Retour à la vidéo. Bon, déjà, le CX, qu'est-ce que c'est? On entend le CX partout, le CX, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, le CX, c'est le coefficient de traînée ou coefficient de pénétration dans l'air. C pour coef et X pour la direction dans un repère X, Y, Z. Et le X, c'est en fait le sens de roulage sur ce repère. Par exemple, moi, ça va être Y. Ça dépend du logiciel finalement, mais voilà, CX, voilà, c'est la direction. En gros, on prend un objet qui évolue dans un fluide. Dans notre cas, bon, c'est de l'air, mais ça peut être de la flotte, ça peut être de l'huile, j'en sais rien, plein de trucs, quoi. Et on regarde si l'écoulement de ce fluide entraîne plus ou moins de résistance sur l'objet en question. On a tous fait l'expérience en roulant en voiture, tu sors la main et tu mets comme ça ta main, là, la résistance, elle est plutôt forte, et comme ça, c'est que dalle, quoi. Tu vois, tu sens vraiment que ça fuse dans l'air, tu vois. Et ça, c'est de l'aérodynamisme. Comme ça, ton CX, il est tout pourri, et comme ça, il est meilleur. Grosso merdo, attention. Si on prend des formes comme celle-ci, par exemple, et on y représente l'écoulement du fluide par des lignes, ça donne ça. Là, c'est clairement mauvais, c'est le même cas qu'avec ta main. Ici, le fluide, il vient percuter vraiment un mur. C'est vraiment, c'est pas cool, quoi. Avec une demi-sphère, on est quand même un petit peu mieux, ça ne vient plus percuter violemment. Par contre, à l'arrière, on a un décrochage et ça fout clairement la merde. Ce qui se passe, c'est que le fluide, il est en dépression et c'est ça qui provoque la fameuse aspiration quand vous êtes par exemple derrière une autre voiture et surtout derrière par exemple un gros camion ou un bus par exemple. Alors pour vous qui êtes derrière, vous êtes aspiré, c'est la dépression qui vous aspire. Par contre, le camion, lui, il souffle sa race, quoi. Il est obligé d'accélérer comme un ouf pour contrer ce phénomène. La forme idéale de l'aérodynamisme, c'est bien entendu la nature qui la reproduit le mieux. Les gouttes d'eau, par exemple, c'est vraiment le big boss de l'aéro. Vraiment, là, on voit vraiment un fluide qui est fluide, quoi. Dans l'histoire automobile, l'aéro était déjà connu fin des années 1800. Ça date pas d'hier, quand même. Les prototypes de vitesse, comme par exemple la Jamais Contente, avait déjà des notions d'aéro, on le voit un peu sur le design quand même, ça fait un peu suppositoire le truc. Mais à part quelques petits constructeurs artisans qui faisaient des expérimentations, les grosses industries faisaient pas vraiment d'efforts. Faut dire que d'un point de vue fabrication, c'est beaucoup plus simple de faire un truc carré et limiter les formes, quoi. Et qui dit plus simple dit beaucoup moins cher aussi à fabriquer, parce que le but c'est de les vendre et de se faire un peu de thunes. Et puis d'une autre façon, on se battait déjà avec la mécanique pour que ça avance un minimum, donc l'aéro c'était plutôt secondaire. On avait tendance à focus sur la motorisation. D'autant plus que l'aéro, c'est beaucoup plus impactant à partir d'une certaine vitesse. Tu vas à 30 km/h avec ta
caisse. C'est pas l'aéro qui va te faire gagner non plus beaucoup, quoi. C'est dans les années 30 que l'industrie automobile adopte réellement des mesures d'aéro sur les carrosseries. On commence à incliner les pare-brises, les formes sont plus arrondies, plus fluides. Ça aura aussi pour but de séduire la clientèle avec des véhicules beaucoup plus jolis. Les raisons de cet engouement pour l'aéro est très largement motivée par l'augmentation du tarif à la pompe. Et oui, encore une histoire de fric. On l'a vu, l'aéro favorise la pénétration dans l'air et donc on diminue la consommation d'essence. Forcément. C'est pas pour rien aussi que à l'auto-école, on nous casse les couilles avec la surconsommation engendrée par les barres de toit, par exemple, hein, tu vois. Mais c'est bien avec la Formule 1 qu'on va s'intéresser de très près à l'aéro. Jusqu'ici, les Formule 1 sont développés dans le but de réduire un maximum le CX, et c'est plutôt logique, hein, plus ton CX il est faible, plus la voiture va fendre la bise. Mais c'est en fin des années 60, vers 1968, soit presque quand même 20 ans après le premier Grand Prix tout de même, que Lotus et Ferrari sont les premiers à expérimenter un truc un peu bizarre, le spoiler. Et franchement, à l'époque, ça devait être un truc de dingue de voir ça sur une voiture. Aujourd'hui, on est habitué évidemment, mais à l'époque, ça devait être un truc de fou. Bref, l'aileron n'aide pas au CX, il le détériore. Et oui, parce que l'aéro d'une voiture, c'est pas seulement pour favoriser la pénétration dans l'air pour qu'elle ait de la vitesse de pointe, c'est aussi pour générer des appuis. Appuis qui servent notamment à augmenter l'adhérence des pneus sur la chaussée. Et faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, c'était quand même une idée de génie. Au fil du temps, la F1 a posé un aileron sur l'avant de la voiture, on ira même jusqu'à intégrer l'effet Venturi qui aspire littéralement la voiture sur le bitume pour encore une fois lui faire un gain d'appui aéro et avoir un maximum d'adhérence pour les virages et pour que ça soit stable, quoi. L'aéro qui était un peu négligé au départ, n'est-ce pas Enzo, est aujourd'hui plus que jamais un élément aussi important que le châssis et la motorisation d'une Formule 1, et c'est valable pas que en Formule 1 évidemment. Bref, aujourd'hui on a des outils, on sait ce que c'est, et l'aéro est présent sur toutes les voitures en compétition comme sur les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. Le CX c'est même devenu un argument commercial, d'ailleurs il y a quelques exemples, par exemple, une Porsche 911, c'est un CX de 0,29, une Prius, c'est 0,24, un Ford F-150, c'est 0,38, une Aventador, c'est 0,33, et une Formule 1, c'est plus de 0,6. Vous avez compris, plus on est bas, mieux c'est. Donc une Formule 1, en termes de CX, c'est pourri, quoi. Mais n'oubliez pas évidemment qu'il y a des ailerons qui vont augmenter l'appui et donc détériorer le CX. Au passage, sans cet appui, une Formule 1 par exemple, c'est tellement léger que l'adhérence des pneus est toute pourrie. Donc c'est une savonnette. Bref, comme je l'ai dit, il y a un compromis à avoir entre les deux notions, mais globalement, une voiture de compétition aura toujours un CX plus mauvais qu'une voiture de tous les jours qui sert vraiment à avoir un minimum de consommation. On n'a pas besoin d'avoir un appui de dingo sur une voiture de ville, quoi. Bon, finalement, comment ça se calcule le CX? On en parle depuis tout à l'heure, mais comment on fait? Avec une formule mathématique, les gars. Ne fuyez pas, s'il vous plaît. C'est facile en plus. On a F qui est la force de traînée. C'est clairement le truc le plus compliqué à avoir. Il s'obtient par des simulations ou des tests en soufflerie. Le reste, c'est clairement la surface frontale de la voiture en mètres carrés, tout simplement. Et on a ensuite la vitesse de la voiture ou du fluide, mais vous allez comprendre pourquoi ça peut être la voiture ou le fluide. Et bien sûr, les caractéristiques du fluide, ici, l'air. Il n'y a pas grand chose non plus, tu vois. L'hypercar, on y vient. Je finis juste d'expliquer ce qu'est vraiment le CX et l'aéro en général. Mais vous inquiétez pas, on en parle juste après, il y a de grosses parties sur l'hypercar. Restez. On a un cas d'étude qui est hyper intéressant, c'est l'hypercar, mais voilà, l'idée c'est quand même de comprendre tout le truc. C'est le but de la chaîne aussi, hein. Donc petite subtilité tout de même sur le CX, ça reste un coefficient. C'est pas quantifiable, c'est juste un indice de performance par rapport à une surface frontale. Je m'explique. Le CX évalue les performances aéro d'une forme, quelle que soit sa taille. Ça veut dire que le CX de ma GT40, tu vois, une vraie voiture qui roule, le CX de cette voiture qui est réelle, qui fait la taille d'une voiture, il est identique à celui de la GT40 à l'échelle 1/18e. T'as compris la douille ou pas? Le CX, c'est le même qu'un truc qui fait 4 mètres de long et un truc qui fait une vingtaine de centimètres. Et c'est ça la douille. On prend pas en compte les dimensions et le gabarit d'un véhicule. On dit juste, oui,
La forme est performante. Alors d'un point de vue aéro, bah finalement ça a quand même un peu de sens, hein, on évalue quand même une forme, mais d'un point de vue marketing et surtout comme on nous le vend avec l'automobile, d'un point de vue consommation, bah, c'est évident que ma miniature, elle a beaucoup moins d'effet quand même sur l'air. Non, enfin ça me paraît logique. Alors voilà quoi, méfiance quand on voit des pubs sur les superbes CX, des SUV qui sont énormes. Bref, à prendre avec des pincettes, tous les CX ne se valent pas et l'argument pour moi n'est pas valable dans le cadre de la consommation d'énergie. Voilà pour le CX. Mais l'aéro, c'est pas que ça, et on est même très loin, on est même à la surface du domaine de l'aéro avec la notion de CX. L'aéro, c'est aussi comprendre le comportement des flux, savoir où ils passent, comment ils réagissent, tu vois, plein de subtilités, il y a plein de trucs comme ça. C'est pas qu'un indice, un coefficient, un chiffre, un numéro, un truc, c'est pas que ça, quoi. Et à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, ça sert à savoir s'il n'y a pas de grosses turbulences qui viendraient foutre le bazar, savoir si le radiateur est bien alimenté en air frais, contrôler où va l'air chaud qui sort du radiateur, s'assurer que les prises d'air pour les freins et pour l'admission, par exemple, prennent effectivement bien de l'air. C'est du bon sens, hein. Il faut aussi savoir si la voiture est bien plaquée sur ses roues à haute vitesse et pas l'inverse. Tu vois, ça peut arriver, ces choses-là. Il n'y a pas que le CX, hein, vraiment. Et tout ça, on peut le simuler dans un calcul CFD, Computational Fluid Dynamics. Je l'ai dit en une seule fois, première prise, les gars, je vous jure. Bon, bien sûr, on va regarder quelques exemples pour que vous ayez un petit peu les trucs en tête. On commence par cette Koenigsegg. Bon, j'ai pas pris les pires voitures, hein, comme vous allez voir, hein. On voit bien la représentation des fluides concernant le radiateur. Ça vient par la bouche du pare-choc, ça sort par l'évacuation d'air. Là, les fluides représentés concernent seulement le radiateur gauche. Ici, une LaFerrari. J'aime bien mes exemples, hein. Même principe, le bordel qu'on voit ici, c'est seulement ce qui rentre ici. Vraiment, les représentations, c'est les mêmes lignes. Ici, on voit les turbulences arrière pratiquement inévitables sur une voiture. Et c'est ça qui fait l'aspiration pour la voiture suiveuse. Et d'ailleurs, tout ce bordel, bah, c'est ça qu'on appelle le dirty air en Formule 1, par exemple. Et en Formule 1, on en a même fait un avantage. Bah ouais, si tu pourris l'air de ton pote qui est derrière, te doubera jamais. Et c'est un des trucs que la réglementation de 2022 a cherché à gommer pour remettre des dépassements en course et donc du spectacle. Et c'est plutôt efficace comme règlement, hein, on va pas se cacher. D'ailleurs, on voit bien sur cette image le avant et après aileron. Il y a presque pas de dirty air sur les voitures des années 50 parce que souvenez-vous, le CX était meilleur. C'était des flèches les trucs. L'aéro sur la Ford GT façon goutte d'eau, voiture clairement sous-cotée au passage. Vraiment, c'est une dinguerie cette caisse. Et un dernier pour la route avec l'impact d'une version Spider sur une voiture, on voit que l'air s'engouffre totalement dans l'habitacle, ça doit faire une traînée de dingue. Bon, toute cette ligne, toutes ces belles couleurs, c'est bien, mais comment on fait? Et elle est où l'hypercar? On veut l'hypercar quand même, on est là pour ça, non? L'hypercar, elle est là, et depuis la vidéo modélisation de la carrosserie, souvenez-vous, eh ben cette dernière, elle a un petit peu changé, pas beaucoup, elle a même évolué. En fait, pour la petite histoire, à la suite de la vidéo où je fais le surfacique de la carrosserie, j'ai deux passionnés de modélisation surfacique professionnels qui me contactent. Ouais, on kiffe ton projet, on te referait toute la carrosserie aux petits oignons en retravaillant toutes les formes et les reflets pour que ça soit parfait. Alors au départ, je croyais à une blague car ce qu'il me propose là, bah, c'est littéralement des dizaines d'heures de taf, c'est un truc de fou. Sauf que les mecs sont beaucoup trop chauds, quoi. Vraiment, je finis par leur faire confiance et je leur enfile le bébé. Tiens, et les mecs, en 2 semaines, ils me refont toute la carrosserie en se basant, bien sûr, sur ma modélisation de départ. Si vous voulez, le souci de ma modélisation, c'est que les surfaces sont pas toutes parfaitement tangentes. Les reflets sont pas parfaits partout. Même avec toute la volonté, c'était difficile de faire mieux. Il faut dire que SolidWorks, bah, c'est pas le meilleur logiciel pour faire du surfacique comme ça. Katia, par exemple, il est beaucoup plus adapté. Et un autre point aussi, c'est plus niveau visuel, niveau design. Il y avait des petites subtilités à corriger que les mecs m'ont fait, parce que c'est des professionnels là-dedans, c'est leur métier. Et ben, ils ont rendu l'ensemble plus harmonieux, plus beau, tu vois. C'est pas grand chose, hein, parce que vous allez voir que la voiture, elle a toujours les mêmes formes, mais c'est vraiment, ça joue tout dans les courbes et dans des délimitations mieux faites. Enfin, c'est vraiment subtil, c'est du design, c'est de l'expérience. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, les mecs sont du métier, c'est des big boss du truc, vraiment, c'est un truc de fou. Bref, bon, par contre, j'ai eu un petit peu de taf pour remettre tout ce surfacique sur ma modélisation parce que, bon, tout a changé. Moi, vu que j'avais déjà commencé, bah, fallait refaire la monocoque carbone et les portières. Donc, les deux trucs les plus
plus casse-couille de la voiture. Génial. Ça m'a pris quelques dizaines d'heures, mais le résultat en valait la peine. Là, on a vraiment un truc de fou, vraiment un truc pro, un truc de dingue. Donc voilà, je sais pas si vous réalisez le cadeau que m'ont fait ces gars, hein. Ils viennent de la communauté, ils ont cru au projet au point de m'aider pendant des heures, donc on leur dit merci en commentaire. Mais cette belle carrosserie, on ne l'a pas encore passée en soufflerie alors. Comment on fait? Déjà, je vais utiliser les logiciels bien sûr de Dassault Systèmes. Ce sont des logiciels professionnels ultra performants, bref, le top du top. Je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe de chez Dassault pour l'aide apportée dans ce domaine et pour m'avoir donné accès à de tels logiciels. J'ai eu droit à une formation au principe de la simulation de fluide sur les plateformes 3D Experience avec notamment le logiciel Simulia Fluid Scenario. Puis pour des raisons plus pratiques, j'ai choisi d'utiliser l'outil SolidWorks Fluid Simulation pour faire l'étude de mon hypercar. Alors c'est pas un truc magique, hein, c'est comme dans tous les logiciels, il y a plusieurs choses à faire dans un calcul de CFD. D'abord, il faut un modèle 3D adapté. Si on prend mon modèle actuel, il est beaucoup trop détaillé et le calcul va prendre des lustres, voire même il va planter, hein, tout simplement. Mais dans le cas inverse, prendre que la carrosserie, c'est un peu léger, il va manquer du détail, donc faut pas déconner, hein. Donc l'idéal, c'est de refaire un modèle avec une carrosserie qui est simplifiée, un fond plat pour simuler un fond plat, et une mécanique grossière, histoire de l'avoir quand même. Alors évidemment, c'est moche, mais au moins, elle est là. Voilà, on a notre modèle prêt à passer en CFD. On lui met une petite route, un sol quoi, et dans notre cas, l'idée c'est de ne pas faire avancer la voiture, mais le fluide et la route. Exactement comme une soufflerie finalement, hein. Seule la voiture est fixe. Mais un logiciel, comme je vous l'ai dit, c'est pas magique, c'est même très con un logiciel, faut tout lui dire. Faut lui dire quel est le fluide en question, donc de l'air, faut lui dire la vitesse de déplacement du fluide, sa direction, donc vous vous souvenez le CX, donc direction X, là on est sur Y, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et on doit lui dire plein d'autres trucs. Et ça, c'est les bases de l'étude. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut lui dire que les roues, elles tournent. C'est important de faire tourner les roues parce que ça fait quand même un phénomène dans l'aéro qui n'est pas négligeable. Donc il faut lui dire à combien de radians par seconde elles tournent, combien de RPM. Faut lui dire aussi que la prise d'air sur le toit, eh bien, c'est une prise d'air et donc qu'elle aspire de l'air. Cet air aspiré, on la connaît, c'est l'admission moteur. Et donc, on connaît le volume aspiré par seconde. Et là, on a posé les conditions et les limites de notre étude. On passe maintenant au maillage. Le maillage, c'est en fait le volume d'air, un peu comme de la flotte dans un aquarium, mais un aquarium sans flotte. Il faut lui donner des dimensions à cet aquarium rempli d'air. Une voiture, on sait que ça fout le bordel derrière, donc on libère de l'espace pour avoir un calcul qui va loin derrière la voiture. Et pour faciliter la tâche, on lui demande de faire que la moitié de la voiture. Et on n'applique une symétrie. Donc on divise par deux le taf de l'ordinateur et donc le temps de calcul. D'ailleurs, petite dédicace à un abonné qui m'a donné plein d'astuces sur tout ça, sur le logiciel, donc big up à toi. Donc dans ce volume, le logiciel va y faire un maillage. Le maillage, c'est plein de cubes, un petit peu comme un Rubik's Cube finalement, hein. Un Rubik's Cube, c'est un maillage d'ailleurs. Ces cubes, ils sont pas tous de la même taille, plus on se rapproche de la voiture, plus le logiciel va faire en sorte que les cubes soient petits, et d'ailleurs on peut même les affiner à certains endroits pour avoir plus de précision de calcul. Une fois qu'on a ça, on lance le calcul. Et en fait, ce qui va se passer dans le logiciel, c'est que le logiciel, il va calculer le comportement de l'air dans tous les nœuds du maillage qui composent tous nos petits cubes. Et des petits éléments comme nos cubes là, il y en a des centaines de milliers, voire même des millions à calculer. Et c'est notre ordinateur et son processeur qui fait tout ça. Et c'est pour ça aussi que dans certaines industries, on fait tourner d'énormes serveurs et super ordinateurs pendant des jours et des jours pour faire ce genre de calcul. Alors calmez-vous, on va pas louer un super ordinateur. Une fois notre calcul terminé, c'est un peu long, SolidWorks Flow Simulation propose plein de trucs cool pour mettre des lignes et des belles couleurs de partout. Il nous montre surtout les résultats avec des représentations explicite. Il suffit de lui dire par exemple, voilà, j'aimerais bien avoir le flux d'air concernant la prise d'air. Qu'est-ce qui va dans la prise d'air et d'où ça vient? Tu cliques et la magie opère. C'est beau la science. En fait, c'est assez simple. On peut sélectionner n'importe quelle surface et en fait, on peut voir les flux d'air qui y sont accordés. Donc d'où ils viennent, lesquels sont en contact avec cette surface, comment ça réagit, bref, c'est trop bien. Parce qu'en fait, si on regarde dans l'ensemble, c'est pas très parlant en fait. Il y a des flèches de partout, c'est pas représentatif. On voit l'ensemble, mais on voit rien finalement. Ici, on va voir la prise d'air des freins arrière et ça fonctionne. Là, on va regarder avec le radiateur moteur, donc pour voir si le capot fonctionne, parce que ce capot, il est quand même caractéristique de cette voiture. J'en suis plutôt fier. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. On a vraiment une continuité avec le pare-brise. C'est fluide, vraiment l'air fait
Tu vois, c'est beau. Et globalement, sur cette voiture et pour ses premiers tests d'aéro, eh ben, on a un truc qui fonctionne pas trop mal. Bon, tout n'est pas rose, on l'a dit, la prise d'air, le radiateur, les freins arrière, c'est ok. Mais là où ça se complique et là où j'ai bien commencé à flipper ma race, c'est pour les intercooleurs. Petit rappel, la voiture est propulsée par un V6 de GTR en biturbo. Qui dit turbo dit intercooleur dans la plupart des cas. Et les intercooleurs, il y en a un de chaque côté de la voiture, juste ici. Et donc ces intercooleurs, évidemment, c'est des intercooleurs air-air, donc ils ont besoin d'air pour refroidir. Sauf qu'à cet endroit précis où l'air devrait venir, eh ben, il y a une grosse turbulence. Vraiment, ça turbule à balle. Et donc les intercooleurs sont très mal alimentés en air. Et ça, c'est la merde. Ça pue. Quand j'ai développé le design, je pensais vraiment que l'air allait rentrer de l'extérieur et venir alimenter les intercooleurs comme ça. En fait, non. Ça ne marche pas comme ça, Benjamin, l'aéro. Non. Bien que pendant la phase de design, j'avais mon côté technique en mode, bon, je pense que l'air va passer comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, la voiture est globalement pas si mauvaise en termes d'aéro parce que, bon, j'ai essayé d'analyser le truc au moment du design, mais vu qu'on n'a pas pu le passer en simulation, c'est un peu compliqué. Et ça, je l'ai clairement pas vu venir. Pour moi, ça marchait, quoi qu'il arrive. Alors, on apprend. Pour vous expliquer un peu le bordel, l'air, il vient de là, et cet air, il vient de la roue avant, et trop peu du pare-choc avant. Alors, j'ai dit trop peu, car ce qu'il se passe à cet endroit, et pourquoi c'est la merde en fait, c'est qu'on a une dépression. Il y a trop peu de volume d'air qui vient dans la prise d'air de l'intercooleur, alors bah il essaye de l'aspirer où il peut quoi. Et ça c'est pas ouf. Et c'est pour ça qu'on a même de l'air qui vient du fond plat, qui remonte et tout. Et ça c'est la merde quoi. Ça limite déjà bon le refroidissement des intercooleurs et ça freine la voiture. Bref, c'est nul à chier. Il faut résoudre ce problème. Mais c'est bien, ça fait du contenu, c'est cool. C'est pas drôle quand ça marche du premier coup. Et pour résoudre ce problème, il faut faire passer plus d'air dans ce tunnel. Et pour alimenter en air ce tunnel, il faut puiser l'air depuis le pare-choc avant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore parlé des écopes de frein avant. T'as un espèce d'entonnoir énorme qui va dans un tube flexible et ça balance tout l'air dans les disques. Et cette écope, elle alimente bien les freins. Je confirme. Peut-être qu'elle alimente trop les freins et pas assez justement les intercooleurs. Et il faudrait clairement limiter l'alimentation des freins et en faire passer un peu plus dans les fameux tunnels, qui eux en manquent. Pour expérimenter et valider ma théorie, mon hypothèse, bah je retire tout simplement les tuyaux qui alimentent les disques. Donc là on le voit clairement, on a un énorme trou qui débouche clairement sur le tunnel, donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Et le verdict est sans appel, voilà l'air qui se prend dans la tronche, l'intercooleur, c'est bien plus propre, on n'a plus de perturbations, l'air est bien fluide. C'est parfait, on va même valider toute l'hypothèse, on va faire un trou énorme, on va creuser la lame en carbone, on s'en fout. Et là, on voit bien le tunnel complètement alimenté, l'air traverse tout l'avant de la voiture, il suit la courbe de la monocoque carbone pour aller dans l'intercooleur, c'est fantastique. Problème résolu. Donc pour le résumé des fluides, en jaune, nous avons l'admission d'air moteur, en rouge, le radiateur, en bleu, le tunnel d'intercooleur, en vert, les freins arrière, et je suis assez content quand même, hein. Le coup du tunnel, c'était pas sympa, mais on s'en sort parfaitement bien. On apprend comme ça au moins, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut pas marcher du premier coup. Bon, sauf que là, on était à 100 km/h. Et si on testait à 200? Et bon, bah tout va bien, hein. Ça marche, ça roule. Faut noter quand même que 200 km/h, c'est quand même un point sur l'aéro, là où ça se corse, là où vraiment l'aéro intervient. C'est pour ça que sur une voiture avec une forme qui n'est pas du tout adaptée à l'aéro, bah t'as beau lui mettre un maximum de puissance, bah en fait t'es stoppé par l'aéro et par la forme de la voiture en général, en fait t'y peux rien quoi, c'est comme ça quoi. Bon mais cette voiture elle va pas rouler à 200, et si on testait à 300 km/h? Et à 300 km/h, c'est toujours très bon. Les flux d'air sont toujours maîtrisés, chaque chose va à sa place, tout est alimenté, il n'y a pas de turbulence anormale. C'est bon signe, on est bon. On n'en a pas parlé, mais on voit par exemple ici la remontée d'air qui permet d'avoir de l'appui grâce au diffuseur et mine de rien de favoriser le CX. On peut s'amuser encore avec des représentations vraiment visuelles de ce qui se passe autour de la voiture. Ici, la couleur correspond à la vitesse dans le sens de la marche du fluide. En rouge, ça va pas vite. En bleu foncé, ça va à 300 km/h. Et vraiment, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des logiciels de fou. C'est ultra puissant, hein, tous ces trucs-là. Hein. On est sur des logiciels professionnels qui sont quand même très développés et qui nous balancent des résultats, mais vraiment de dingue, vraiment. C'est une chance aujourd'hui d'avoir ça pour le projet, vraiment. Faut le souligner. Hein. Là, vous avez devant les yeux les pressions appliquées sur la voiture. En rouge, on a de la pression, en bleu, on a moins de pression. Voilà, c'est cadeau. D'ailleurs, au passage, ça fait un petit covering un peu sympa, un peu fantasy. On va pas faire ça, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas complètement dingue tout ça? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu le CX. Je vais vous donner le CX. Alors, pour obtenir un CX, la recette, hein, elle est très simple, je vous le rappelle. Il nous faut d'abord l'air de la surface frontale de la voiture. Pour ça, rien de plus simple, hein, sur SolidWorks, il suffit
de faire une esquisse et hop, on a une surface et boum, 1,7 mètres carrés, ce qui est une valeur standard sur ce genre de voiture. On se fait une petite équation sur le logiciel, magique, la force de traînée F, la masse volumique de l'air qui est 1,2 environ, la vitesse au carré, la surface frontale, blabla, hop, on mouline et on obtient un CX de 0,38. C'est bien, je trouve que c'est un bon compromis. Dans les autres données plutôt cool à savoir, on sait que la voiture est bien plaquée au sol car la valeur de la force est bien dans le sens du bas, donc ça appuie. Et en termes de valeur, à 200 km/h, on a environ 36 kg d'appui et à 300, on a environ 100 kg d'appui. Alors, c'est pas énorme, mais il faut dire que l'aileron, qui a ce rôle-là de plaquer, de faire de l'appui sur la voiture, il est très peu efficace. C'est la version routière de l'hypercar, c'est voulu pour le style, mais cet appui, vous inquiétez pas, on va l'augmenter sur la version GTR de la voiture. Version GTR qui est la version radicale de la voiture, avec un bon gros béquet des familles, qui va nous détruire notre CX pour notre plus grand plaisir. Donc là les gars, pas de doute, il va y avoir plus d'appui, c'est sûr. Globalement, et pour conclure, je suis très satisfait de cette étude aéro sur la voiture. Il n'y a pas de grosses surprises, les formes sont pas révolutionnaires et surtout elles sont pas expérimentales. Il n'y a pas eu de grosses prises de risque. Lors du développement du design de la voiture, j'avais déjà bien étudié la chose. Donc à part l'histoire du tunnel, c'était vraiment pour s'assurer que ça fonctionnait cette étude. J'allais pas refaire toute la voiture, même si je vous avoue que le tunnel, j'ai quand même bien flippé. J'espère en tout cas que ce sujet vous a intéressé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'aéro et les formes des automobiles. Je comprends beaucoup mieux certains designs de véhicules et pourquoi ils fonctionnent. Ce genre d'études, c'est quand même pas facile à vulgariser, c'est très dense comme domaine. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je mets toute mon énergie dans ce projet, dans ces vidéos. J'adore faire ça, j'adore vous partager ça. Et avant de passer à l'instant T, j'aimerais vous dire que vous trouverez en description de la vidéo la boutique pour des t-shirts Fox et propre, donc comme ceci. Une édition limitée avec le marteau tapé métal qu'on va retrouver bientôt lors de la fabrication de la voiture, je l'espère. Pas trop quand même, on va pas tout casser. Donc voilà, profitez-en, c'est fait en France en plus, made in France, Cocorico. Si vous voulez soutenir le projet et faire partie du gang Fox et propre, voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. L'instant T pour vous tenir au courant des avancées actuelles au moment où je vous parle. Je suis toujours à la recherche de mes freins, donc étrier et disque. Le berceau avant est terminé à 98%. J'attaque celui de l'arrière avec le groupe motopropulseur, ça rigole pas, c'est beaucoup plus complexe, il y a le moteur et tout, il y a le circuit d'huile, l'intercouleur à gérer, les turbos, bref, c'est génial. Je me renseigne aussi sur les jantes de la voiture parce que mine de rien, elles sont très larges et c'est pas quelque chose de très courant à acheter, surtout à des bons prix parce qu'en fait, tout coûte cher sur cette voiture. Je suis toujours à la recherche d'un moyen de fabrication pour mes masters pour la monocoque carbone et la carrosserie. En gros, il faut usiner dans de la mousse des masters de moule. Donc je cherche soit un moyen de le faire, donc un sous-traitant, ou une machine pour faire ça, donc finalement un vendeur de machines. Si vous avez des contacts, des infos, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse ou même en commentaire, n'hésitez pas, ça aide grandement le projet. Voilà, c'était une très grosse vidéo, très dense, mais j'en suis très fier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à certains. Pensez à vous abonner pour avoir la suite des aventures. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!